Vous savez, on aimerait tous voyager, quitter cette morosité ambiante. Mais rassurez-vous, ma formation d'archiviste ne m'a absolument pas préparé à prendre les choses en main. C'est donc pourquoi je vous ai réservé à tous un billet d'avion pour quelque part loin, à l'est, très à l'est, dans des montagnes enneigées. Dans un hôtel, dans des montagnes enneigées, très à l'est. Dit comme ça donne pas vraiment confiance. Mais vous verrez, vous y serez comme des coqs en pâte. Il n'y a pas de billet de retour. J'ai oublié. L'hôtel de l'alpiniste mort. Ça, c'est déjà rien qu'en soi un titre qui en jette. Le tout épaulé en plus par une série d'affiches officielles très particulières mais qui attire l'œil. Ce film de 1979, basé sur un livre des frères Strugatsky, deux auteurs soviétiques très célèbres, ce sont eux derrière Stalker par exemple, nous permet d'accompagner l'inspecteur de police Peter Glepski dans sa quête de vérité. En effet, notre bon inspecteur a été dirigé vers un hôtel dans une zone reculée et en pleine montagne suite à un appel de sa hiérarchie l'informant qu'un meurtre y avait été commis. Une fois sur place, il découvre alors que personne n'est mort. Impossible pour lui de repartir vu les conditions climatiques, il se retrouve coupé du monde. Il reste donc et découvre tout un panel de personnages en couleur dans un somptueux décor et qui va vite devenir un labyrinthe dont l'esthétique n'est pas sans rappeler les films expressionnistes allemands. En plus, il y a un Saint-Bernard qui s'appelle Lel et un chien, ça rend tout de suite l'endroit plus chaleureux. Ouais, enfin, pas tant que ça quand même, puisque le chien qu'on voit pendant tout le film est en réalité le chien de l'alpiniste mort, celui qui a donné le nom à l'hôtel de l'alpiniste mort. Et donc c'est lui aussi qui a son portrait à l'entrée de l'hôtel. Pas si chaleureux que ça finalement, hein. Bien sûr, les ennuis commencent et quelqu'un se fait réellement assassiner, pour en apparence tout du moins. L'enquête démarre alors et comme dans tout bon whodunit, chaque personnage devient alors suspect. On retrouve dans ce film énormément de codes du film noir en plus du whodunit. Le flic un peu taciturne, dont on entend les pensées par voix off, la mise en scène également, les éclairages, et même dans certains personnages comme celui de la femme fatale, incarnée ici par l'énigmatique Madame Moses. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que le film noir est un genre plus facilement attribué au cinéma américain des années 40 et 50, sachant que le film considéré aujourd'hui comme le premier vrai film noir, Stranger on the Third Floor, a été réalisé par un réalisateur soviétique s'étant installé aux États-Unis du nom de Boris Inkster. Eh oui, que le monde est petit. Mais la force de l'hôtel de l'alpiniste mort, c'est de venir ajouter un troisième ingrédient à tout ça, à savoir la science-fiction. Alors il faut savoir que la science-fiction était un genre qui a connu un véritable bond en popularité dans cette deuxième moitié des années 1970. Comble du comble, c'était aussi reconnu par le régime soviétique comme un sous-genre cinématographique. Et oui, mais du coup c'était plutôt pratique pour contourner la censure et donner 2 ou 3 messages contre le régime soviétique. Et pour le coup, le film évite de se faire pincer par deux habiles stratagèmes. Le premier, c'est que le film ne se passe clairement pas en Estonie. La quasi-totalité des inscriptions dans l'hôtel sont en français, on y aperçoit pas mal de marques non soviétiques, que ce soit dans les alcools ou dans les cigarettes, et Glepski conduit une Toyota en lieu et place d'une Lada ou d'une Moskvitch. D'ailleurs, le film, pour lui donner un aspect plus alpin, sera tourné dans les montagnes kazakhes, à quelques milliers de kilomètres du sol estonien. Facile donc de rejeter en surface la culpabilité sur tous les personnages à l'écran, puisque ceux-ci sont occidentaux, et donc pervertis par le système capitaliste. Le deuxième stratagème, c'est la science-fiction en elle-même. Attention spoiler, une grande partie des clients de l'hôtel sont en fait soit des extraterrestres, soit des androïdes. Cela permet d'aborder beaucoup de thèmes aussi variés qu'habituellement censurés par le Goskino, la censure soviétique, comme par exemple l'homosexualité ou le non-binarisme, symbolisé ici par le personnage de Brun, personnage qui troublera d'ailleurs beaucoup l'inspecteur Glepski. Et d'ailleurs, parlons-en de Glepski. C'est lui la pièce de résistance de cette critique sous-jacente du régime soviétique. Lui, l'archétype du héros de film noir, retenu sobres et sombres qui jure tant avec le reste des personnages. Lui incarne en fait une vision bien particulière de l'autorité à la soviétique. Il prend le pouvoir dès que l'enquête commence et n'a plus qu'une idée en tête, trouver le criminel qui, il en est convaincu, est un espion. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Glepski ne changera jamais sa façon de penser. Et pourtant, il a été mis devant le fait accompli plusieurs fois. Il a vu de ses propres yeux les extraterrestres, les androïdes, etc. Mais pour lui, seule la loi compte.
et que ce soit pour les humains, les androïdes ou les aliens, eh ben, il faut qu'elle soit appliquée de la même façon. Si les films de science-fiction américains des années 50 traitaient de la crainte d'une invasion des communistes avec ces extraterrestres qui se fondaient dans la masse des honnêtes citoyens, ici les rôles sont plutôt inversés. Quoi qu'il arrive, le régime reste la menace, le rouleau compresseur qui cherche à tout réguler et tout uniformiser. Nous sommes en 1979. La guerre froide bat toujours son plein et Léonid Brejnev est à la tête de l'Union soviétique depuis 15 ans. L'espionnage est toujours d'actualité et la traque aux espions a lieu dans les deux camps, surtout que la détente n'existe plus vraiment depuis le début de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. De son côté, l'Estonie, comme pas mal d'autres pays de l'URSS, souffre. Il faut dire que ce pays a toujours eu des relations très conflictuelles avec Moscou. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie refusait de se joindre de nouveau à l'URSS, et il faudra attendre le début des années 50 pour que la guérilla soit écrasée par les forces de l'armée rouge et que le pays rentre finalement dans le rang. D'autres pays, comme la Hongrie en 1956 ou la Tchécoslovaquie en 1968, connaîtront le même sort. Mais les années 70 sont surtout marquées par l'augmentation de la politique de russification du régime. Peu à peu, la culture traditionnelle estonienne s'efface pour laisser place à la culture soviétique. Exemple fort, dès 1981, les enfants apprennent le russe avant d'apprendre l'estonien à l'école. En 1980, 40 scientifiques et intellectuels rédigeaient signe la lettre des 40, lettre ouverte envoyée au journal soviétique Pravda, alertant sur les dangers de la russification excessive des territoires de l'Union. Inutile de dire que le Kremlin ne l'a pas vraiment très bien pris, et bon nombre de ces personnes furent emprisonnées ou surveillées de près par le KGB. Mais l'Estonie ne baissera pas pour autant les bras. Sa position géographique lui permet de capter émissions de télévision et radiophonique occidentales via les fréquences finlandaises. Ainsi, en prenant tout de même leurs précautions, les habitants du nord de l'Estonie pouvaient s'informer via les médias de l'Ouest. Cette ouverture officieuse vers le reste de l'Europe sera un élément important dans la libération de la presse sous la perestroïka de Gorbatchev dans la deuxième moitié des années 80. Et c'est donc là que le personnage de Glebski se complète, à toujours vouloir mettre les gens dans des boîtes, refuser qu'ils puissent être différents de la morale étriquée qu'on lui a inculquée. Peu à peu, le reste des personnages et même de l'intrigue elle-même se détache de lui. On découvre alors que les extraterrestres faisaient bien partie d'une organisation terroriste, mais qu'ils ont été dupés en pensant faire le bien. Et si les autres protagonistes sont prêts à les pardonner, même les laisser partir, les aider à retrouver leur plateforme de lancement, Glebski, usé et visiblement battu par ces choses qui le dépassent largement, finit par causer de manière consciente la mort des extraterrestres. Comme il le dira si bien, mon expérience, mes sens se rebellent contre cette vérité. Assez paradoxal quand on sait que l'une des premières phrases qu'il pensera dans ce film sera « Je suis le seul à connaître cette vérité ». Ce film, c'est une expérience particulière, une ambiance, des lumières et une musique psychédélique prenante réalisée par Sven Grunberg, dont le groupe Mess était d'ailleurs interdit de publier ses albums en URSS pour inadéquation avec le régime. C'est aussi une longue descente aux enfers de Glebski, une remise en question permanente de notre regard sur les autres personnes, sur l'acceptation de leurs différences et sur la pression que peut exercer l'autorité. Alors, est-ce que je vous conseille ce film ? Ouais, sans déconner, foncez. Ce film-là, c'est une expérience, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour la musique, comme on vient de le dire, que ce soit pour les personnages, ou juste pour le fait d'avoir un film noir qui mélange un petit peu de science-fiction derrière. Allez-y si vous en avez l'occasion. Et d'une manière générale, mon meilleur conseil, c'est continuer à creuser, aller explorer, rester curieux, aller voir les tréfonds du cinéma mondial et des jeux vidéo enfuis un peu partout, qui étaient là il n'y a pas si longtemps que ça, dans notre galaxie. Quant à moi, je vous dis, à bientôt.